Un hélicoptère sombre évolue dans la nuit, manœuvrant avec précision au cœur d'une vaste et énigmatique propriété privée. Par intermittence, son phare transperce les frondaisons, et si j'étais ce passant solitaire, pressé de rentrer chez lui, longeant le chemin de l'autre côté de la haie, que penserais-je? Qu'imaginerais-je? Le début d'une évasion digne de Nadine Vaujour? Un trafic clandestin? La conspiration des hélicoptères noirs? Mais je dois me recentrer. Ici, l'obscurité est presque totale, les arbres se dressent en nombre massif et la moindre erreur pourrait être lourde de conséquences. Décoller de nuit depuis une propriété privée, survoler le périphérique parisien, puis atterrir à l'héliport d'ici les Moulineaux, un tel vol est possible. Mais c'est sans doute l'un des plus exigeants et complexes qu'un pilote privé VFR puisse entreprendre en France. Salut Lofioul. Édifiant. L'autre jour, je feuilletais un livre sur la mythologie grecque et je me disais que bientôt, mon fils délaisserait ses précieuses hadrosauridés, ankylosauridés et tyrannosauridés au profit de ces Avengers de l'Antiquité. Une fois encore, il me faudrait déployer des efforts considérables pour suivre. Vous ne voyez pas bien le rapport avec le vol de nuit? Patience, j'y viens. Je suis loin d'être un expert en mythologie grecque, mais je connais au moins le mythe d'Icare. Vous savez, ce récit ancestral, véritable mise en garde, qui a été résumé par la sagesse populaire en maximes telles que qui fait le malin tombe dans le ravin, ou encore plus dur sera la chute. Évidemment, le pilote transgressif, pléonasme assumé, a toujours réponse à tout. Pensant tirer une leçon du destin d'Icare, il décide d'éviter le soleil, et choisit donc logiquement de voler de nuit. Mais là encore, les Grecs ont bien tenté de nous mettre en garde. Nyx, déesse de la nuit, est aussi la fille du chaos, la sœur d'Éreb, divinité des ténèbres, et la mère d'Atropos, celle qui tranche le fil de la vie. Et dire que vous trouviez votre famille compliquée. Bref, le message est plutôt clair, ici aussi. Pourtant, la réponse à la question est bien oui, il est possible de voler de nuit, en avion comme en hélicoptère, sans qualification de vol aux instruments. Une simple qualification au vol de nuit en VFR suffit. Simple? Pas tout à fait. La preuve, un vol nocturne particulièrement exigeant, mais le jeu en vaut la chandelle, et de nuit, elle peut s'avérer utile. Nous avons planifié l'un des vols les plus complexes et contraignants qu'un pilote privé d'hélicoptère puisse entreprendre en VFR de nuit en France. Le plan? Décoller d'une hélisurface privée au nord-est de Paris, traverser l'espace aérien parisien et atterrir à l'héliport d'ici les Moulineaux. Dans cette vidéo, je vous détaille donc la préparation de ce vol en vous indiquant la réglementation applicable tout en évitant, autant que faire se peut, d'être indigeste. Un véritable défi. Je vous dirai même combien ça coûte. Cependant, si l'aspect réglementaire ne vous passionne pas et que vous voulez simplement voir à quoi ressemble un vol de nuit en hélicoptère, pas de souci. La vidéo est chapitrée. Rendez-vous directement au chapitre Le vol. Vous avez choisi de commencer par les explications. C'est l'occasion idéale de vous rappeler que je ne suis toujours pas instructeur et que comme eux et comme l'intelligence artificielle, il m'arrive de dire des bêtises. Je vous recommande donc de toujours vous référer à la documentation officielle en vigueur, en gardant également à l'esprit que cette vidéo a été réalisée en mars 2025. Si je devais vous conseiller une seule référence sur le sujet, ce serait le très complet guide Le VFR de nuit en hélicoptère, édité par la DGAC, dont la dernière édition date de 2020. Le lien est disponible dans la description. Enfin, comme toujours, si nous avons des compléments d'information ou des corrections à apporter à cette vidéo, nous les indiquerons dans la description ou dans un commentaire épinglé sous la vidéo. Pour entreprendre ce vol, il nous faut 3 éléments clés. Un pilote, un hélicoptère et la nuit. Commençons par le pilote, sa santé et sa formation. Pour pouvoir voler de nuit, notre pilote doit bien sûr posséder une visite médicale de classe 2 à jour au minimum. Mais cela ne suffit pas. Le règlement européen Aircrew nous précise dans sa partie MED A030 qui traite des certificats médicaux que ce certificat ne doit pas comporter de restrictions liées au daltonisme. En résumé, la nuit, tous les chats sont gris. Mais si tu ne vois pas les couleurs, pour toi, c'est marron. Une licence de pilote d'hélicoptère PPL-H et une qualification de type en cours de validité sont un prérequis, mais elles ne sont pas suffisantes pour voler de nuit. L'Aircrew, toujours, nous indique dans sa partie FCL 810 que le pilote doit détenir une qualification additionnelle au vol de nuit. Une expérience de 100 heures de vol, après l'obtention du PPL-H,
dont au minimum 60 heures en tant que commandant de bord et 20 heures en voyage, est requise pour suivre la formation associée. Cette formation est d'ailleurs bien plus longue pour l'hélicoptère que pour l'avion. Elle comprend 5 heures de théorie, 10 heures de vol sans visibilité et 5 heures de vol de nuit. Le tout à réaliser dans un délai de 6 mois maximum. J'oubliais. Pour simplifier tout ça, nous avons décidé de décoller d'une propriété privée et d'atterrir à l'héliport d'ici les Moulineaux. Notre pilote devra donc également posséder une habilitation aux hélisurfaces ainsi que le bénéfice d'une formation à l'utilisation de l'héliport en vigueur. Je reviens sur ces deux derniers points plus en détail dans la suite de la vidéo. En lisant le paragraphe FCL 060 de l'Aircrew qui traite de l'expérience récente, on découvre une contrainte supplémentaire. Un pilote qui ne possède pas de qualification IFR, la qualification de vol aux instruments, ne peut pas voler avec des passagers en VFR de nuit s'il n'a pas effectué au moins un atterrissage sur un appareil de même type ou de même classe dans les 90 jours. Enfin, pour pouvoir atterrir, le pilote devra justifier d'une fréquentation de l'héliport dans les 24 derniers mois. Coup de chance, je coche toutes les cases. Bon, on a un pilote. Au risque d'enfoncer une porte ouverte, comme l'ont fait les scélérats qui ont cambriolé mon hélicoptère, il nous faut maintenant un hélicoptère dont l'équipement autorise le vol de nuit. Direction cette fois-ci le règlement européen AirOps, et plus précisément sa partie NCO, si comme moi, vous êtes pilote privé d'aéronefs non complexes. On trouve les équipements nécessaires au vol de nuit en hélicoptère dans les articles NCO IDE H115, 120 et 195. NCO signifie Non-Commercial Operation, IDE signifie Instruments, Data and Equipment. H signifie, je vous le donne en mille, hélicoptère. Commençons donc par le NCO IDE H115 qui porte sur l'éclairage de l'hélicoptère. On y trouve la liste des types d'éclairage obligatoires. Un feu anti-collision, le feu à éclat que vous voyez sur la queue de l'hélicoptère, des feux de position, ce sont ces feux verts, rouges et blancs, un projecteur d'atterrissage, le R44 en a deux, un éclairage des instruments, ici c'est un éclairage réglable en intensité. Un éclairage cabine, il y en a deux, une lampe portative par membre d'équipage, j'ai toujours une frontale qui éclaire en rouge ou en blanc en fonction de la situation. Maintenant que toute la lumière est faite sur le sujet des éclairages, passons au reste de l'équipement nécessaire. Le paragraphe NCO IDE H120 liste les instruments obligatoires pour entreprendre un vol en hélicoptère. Un compas, un dispositif destiné à mesurer le temps en heures, minutes et secondes. Je vous rassure, l'AMC nous dit que cela peut être une montre. Et si vous avez passé 50 ans, enfin ça c'est un autre sujet. Un altimètre barométrique, un anémomètre et une bille aiguille. Pour voler de nuit, les instruments supplémentaires suivants sont requis. Un horizon artificiel, un variomètre, un conservateur de cap. Les instruments gyroscopiques doivent comporter un dispositif de drapeau visible lorsque la réalimentation électrique n'est pas adéquate. Il s'agit là d'une liste minimale. Mais attention, le constructeur de votre aéronef peut exiger des équipements supplémentaires. Ils sont listés dans les sections limitations et suppléments du manuel de vol, ainsi que dans un document moins connu des pilotes appelé MMEL qui doit toujours être à bord de votre aéronef. À titre d'exemple, le gimbal Cabri G2 a un supplément de manuel de vol spécifique au vol de nuit et ça ajoute l'obligation d'installer un filtre optique sur l'écran de l'EPM afin d'en atténuer la luminosité. Après vérification, mes deux hélicoptères ont les équipements nécessaires pour voler de nuit. Bon, comme on est 4, on va prendre le Robinson R44, Foxtrot Hotel Alpha Novembre Golf. On a un hélicoptère. En aéronautique, la nuit a une définition bien précise. Pas question de laisser chaque commandant de bord décider selon son ressenti ou sa mauvaise foi. Le règlement européen SERA, qui établit les règles de l'air commune dans toute l'Union, la définit comme la période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Assez logique. Tout en précisant cependant que le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon, et l'aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon. Un peu compliqué à observer à l'œil nu, non ? Heureusement, la France a donné une définition moins complexe dans son arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement SERA. En France métropolitaine, c'est simple. Il fait officiellement nuit 30 minutes après le coucher du soleil et jour 30 minutes avant son lever. La nuit, c'est donc tous les jours. On a la nuit. En revanche, une météo idéale pour le vol de nuit, c'est rare. Surtout pour nous, pilotes privés qui volons rarement après le coucher du soleil et attendons pour le faire des conditions parfaites. Quand je dis qu'il suffit de 3 éléments pour voler de nuit en hélicoptère, je simplifie quelque peu. La météo est évidemment un facteur clé. En théorie,
La loi nous autorise à décoller même par un temps où, honnêtement, je ne volerai même pas de jour. En France, un hélicoptère peut voler de nuit en dehors des nuages avec une visibilité de 4000 mètres et un plafond de 1000 pieds. Je laisse ça à ceux qui n'ont pas le choix et je conseille aux pilotes privés de faire de même. Ce soir, aucune hésitation, c'est grand beau, une nuit parfaite pour voler. Notre itinéraire commence sur une hélisurface privée et se termine à l'héliport de Paris. Ces 2 aires de décollage et d'atterrissage ajoutent une complexité supplémentaire au vol, notamment en raison des contraintes réglementaires qu'elles impliquent. Commençons par l'hélisurface. Les articles R7212-7 et suivants du Code des transports, ainsi que l'arrêté du 6 mai 1995, qui régissent les atterrissages d'hélicoptères en dehors des aérodromes, définissent en grande partie le cadre réglementaire de notre décollage. Avant toute chose, il faut détenir une habilitation en cours de validité pour utiliser les hélisurfaces. Une formation supplémentaire accessible après le PPL-H et dont l'obtention est conditionnée à un minimum de 70 heures de vol. Cet arrêté impose également d'obtenir l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain et d'envoyer une déclaration à la PAF. Mais surprise, il ne mentionne pas les opérations de nuit. Pour cela, il faut se tourner à nouveau vers l'arrêté du 11 décembre 2024 qui précise le CERA 5005. Il autorise les vols VFR de nuit au départ ou à destination d'une hélisurface, à condition que l'exploitant s'assure que l'opération peut être réalisée en toute sécurité. Pour valider la sécurité de l'opération, plusieurs avis valent mieux qu'un. Nous avons donc repéré l'hélisurface de jour avec Hervé, un ami instructeur, ainsi qu'avec Bertrand, le pilote d'hélicoptère professionnel et instructeur, qui nous accueillait dans sa propriété. Pour finir, nous avons demandé à Hervé de nous accompagner en vol en tant que safety pilot. Si vous voulez tenter l'aventure, prenez au moins autant de précautions que nous. Pour rejoindre le point d'entrée est de l'itinéraire de transit hélicoptère parisien depuis notre hélisurface, nous devons définir notre route. Pour cela, il est utile de savoir que des itinéraires VFR de nuit existent, même s'ils ne sont pas obligatoires pour les hélicoptères. Ils sont répertoriés dans le complément aux cartes aéronautiques édité par le SIA et restent facultatifs, sauf lorsqu'ils sont établis en dérogation à une règle, comme celle concernant les hauteurs minimales de survol, par exemple. Attention, ces itinéraires peuvent être modifiés par des SUP-AIP, comme c'était le cas le jour de notre vol. Cela n'a eu aucune conséquence pour nous, puisque nous avions choisi de ne pas les suivre. Le vol VFR est autorisé aux hélicoptères dans les limites de la LFR 275 Paris, une zone réglementée qui englobe les CTR de Paris et de Villacoublay. Cependant, il ne peut s'effectuer que sur des itinéraires publiés et uniquement de jour, à l'exception de tronçons spécifiquement autorisés de nuit. Pour cela, il faut une visibilité d'au moins 4000 mètres et un plafond supérieur à 1500 pieds. L'itinéraire qui nous intéresse, reliant MTE, Mondest, à l'héliport de Paris, est bien autorisé de nuit, mais pas sans condition. Il est réservé aux vols de transport ou de mise en place. Je précise que transport ne signifie pas nécessairement transport public. Un vol de transport privé peut donc parfaitement être entrepris par un pilote privé. Ces vols de nuit peuvent avoir lieu uniquement entre 7h et 21h local, si ce créneau comporte des périodes nocturnes. Si, c'est logique. J'en profite pour faire un petit clin d'œil aux élèves pilotes. Si vous avez suivi cet itinéraire en instruction, de nuit, c'est beau, mais c'est une infraction. En dehors des itinéraires obligatoires du transit hélicoptère parisien, s'il n'existe pas d'itinéraire VFR de nuit ou si l'on choisit de ne pas les suivre, il faut alors déterminer l'altitude minimale de vol, en tenant compte de la hauteur minimale de survol de nuit. En France, c'est encore l'arrêté du 11 décembre 2024 qui précise le CERA 5005 et fixe la hauteur minimale de survol des obstacles en VFR de nuit en hélicoptère à 1000 pieds. Or, en région parisienne, le sol est en moyenne à 400 pieds et notre route passe sous une TMA de classe A qui débute à 1500 pieds. Autrement dit, la marge est très faible. Si l'on veut respecter scrupuleusement la réglementation, et c'est notre cas, pas d'écart possible. On est filmé. Pour atterrir à Issy-les-Moulineaux, la carte VAC indique qu'il est nécessaire de disposer d'une formation à l'utilisation de l'héliport en cours de validité. Tout pilote, titulaire d'une licence PPLH, peut l'obtenir après avoir pratiqué l'héliport en double commande avec un instructeur lui-même habilité. Une fois notre itinéraire de vol défini, il nous reste à déposer un plan de vol. C'est une obligation pour tout vol de nuit qui change de secteur d'information de vol. Là encore, c'est l'arrêté du 11 décembre 2024 qui fixe la règle en précisant cette fois le CERA 4001. Une autre disposition nous concerne. Notre hélisurface n'a bien évidemment pas de contrôle. Nous devons donc indiquer notre heure réelle de décollage, dès que possible, après l'envol,
à un organisme des services de la circulation aérienne. Il fait nuit. La météo est idéale et l'hélicoptère dispose de tous les équipements nécessaires. Ma classe 2 est à jour et sans restriction. J'ai la licence PPLH, la qualification de type Robinson R44, la qualification de nuit, la formation spécifique pour l'héliport de Paris, l'habilitation aux hélisurfaces et l'autorisation du propriétaire. Le plan de vol est déposé, le mail à la police des airs et des frontières envoyé. Toutes les conditions sont réunies pour ce vol. Pourtant, j'ai une confession à vous faire. C'est la première fois que je décolle d'une hélisurface de nuit. Jusqu'ici, je me l'étais toujours interdit. Si vous aussi, il y a des vols autorisés que vous vous interdisez, dites-nous lesquels dans les commentaires, ça nous intéresse. Aujourd'hui, pour la seconde fois depuis que j'ai démarré cette chaîne, je fais donc une entorse à l'un de mes grands principes. Ne jamais faire pour une vidéo ce que je n'aurais pas fait en temps normal. C'est pourquoi j'ai demandé à Hervé, instructeur bien plus aguerri que moi, de m'accompagner pour ce vol. Et avant de décoller, j'ai rappelé à tout le monde à bord ma règle du moins 10 ans. Si quelqu'un ne le sent pas, on annule tout. En vol de nuit, les moyens électriques sont primordiaux. Lors de l'après-vol et du démarrage, on accorde donc une attention particulière au bon fonctionnement des feux, de l'alternateur et à la charge de la batterie. Avant de débuter la translation, je rappelle à Hervé qu'il est le plus capé dans la machine et qu'il ne doit pas hésiter à me reprendre si ce que je fais ne lui convient pas. N'hésite pas à me reprendre s'il y a le moindre truc qui te plaît pas. Tout est éteint, synchro sur le verre, température et pression, ok. Lors des translations au sol, on progresse très lentement, phare et feu allumés, à une hauteur légèrement plus élevée que de jour, tout en restant dans l'effet de sol et en respectant scrupuleusement le diagramme hauteur-vitesse. Les phares éclairent devant, tandis que la lueur des feux de position aide à percevoir l'environnement sur les côtés. Pourtant, dans l'obscurité, un risque majeur demeure, accrocher un obstacle avec la menace d'un renversement dynamique. Voyez comme chaque déplacement est décomposé, comme j'effectue ma rotation sur place, après un arrêt, au lieu de démarrer dans la continuité de la translation. L'aire que nous avons choisi pour le décollage est bordé de grands arbres sur 3 côtés. La montée initiale s'effectue au-dessus d'un lac parsemé d'îlots boisés. Pour éviter les grands arbres, difficiles à distinguer dans le noir, nous avons décidé de suivre le reflet de l'eau le long de la bordure du lac. Vous êtes prêts? On va aller chercher la pression max. Tout va bien éteint, synchro sur le verre, température et pression ok. Les facteurs humains nous apprennent que de nuit, un pilote a une tendance naturelle à reculer lors d'un décollage vertical. Comme on a de hauts arbres derrière nous, on privilégie donc un décollage oblique avec un plan fort afin de s'affranchir au plus vite des obstacles. Une fois les obstacles franchis et une hauteur suffisante atteinte, J'enlève le phare. Merci. on coupe le phare. C'est une opération critique car elle occasionne un trou noir visuel qui peut durer quelques minutes. Allez, 1500 pieds, c'est parti. En vol de nuit, déterminer son altitude minimale de vol peut être complexe. Cependant, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, difficile de faire plus simple. On monte à 1500 pieds, le maximum possible ici. Au-dessus, il y a une TMA en classe alpha. Regardez comme les zones non éclairées donnent l'illusion de survoler une étendue d'eau. C'est magnifique, mais c'est aussi pour moi le principal danger. Moi, je préfère encore faire du on-top que du vol de nuit parce que là, en dessous, on a l'impression, partout où c'est pas éclairé, d'être au-dessus de l'eau. On n'a absolument aucune visibilité. Tout est noir. De temps en temps, on voit un point éclairé. En cas d'autorotation, les obstacles n'apparaissent qu'au dernier moment. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est checker très souvent les paramètres. Tout voyant éteint, synchro sur le verre, température et pression ok. Et je peux vous dire que là, quand un voyant s'allume, on le voit. Il n'y a aucun problème là-dessus. Paris Info, l'hélicoptère Foxtrot, hôtel Alpha, Novembre Golf, bonsoir. On essaye de contacter Paris Info, mais la fréquence est inactive. Il nous faut pourtant contacter un contrôle afin d'activer notre plan de vol. Ouais. Si tu passes à droite, on verra bien le château de la Princesse. Comme on ne capte pas les moulineaux à cette distance, on contacte le Bourget. Le Bourget, l'hélicoptère Foxtrot, hôtel Alpha, Novembre Golf, bonsoir. En dernier recours, on aurait pu appeler le BRIA afin de l'activer par téléphone. Oui, Novembre Golf, j'active votre plan de vol à 18h21. Merci monsieur. Je vous en prie, au revoir, à bientôt. Est-ce qu'on peut rester avec vous jusqu'à l'entrée Monde-Est? Oui, restez avec moi, transpondeur 4210, vous êtes à quelle altitude? 4210, on est à 1500 pieds. Il y a une autre raison. J'aime bien être toujours en fréquence radio avec un contrôle ou un service d'information de vol en cas d'incident. Le contrôleur a déjà tous mes éléments,
Une chose de moins à gérer. Et on aurait pu passer au moment du feu d'artifice. Oh là là. Ouais, attends, synchro sur le verre, température et pression. Ok. Les moulineaux, l'hélicoptère Foxtrot, hôtel Alpha Novembre Golf, j'arrive Mont-Est. Alors là, je vous reçois 5 a priori, Novembre Golf. Donc déjà, si vous pouvez me répéter votre provenance, le nombre de personnes à bord. Alors, la provenance, c'est une hélisurface privée au nord de Meaux et 4 POB. Reçu, Novembre Golf. Donc vous transitez donc à 2000 pieds au QNH 1025, vous me rappelez porte de Bercy. En low fuel, je peux vous dire un truc, c'est que c'est exceptionnellement privilégié de faire ça. Voler déjà en agglomération parisienne, c'est déjà pas donné, mais là, de nuit, c'est complètement dingue. Et en fait, je pense qu'il fallait qu'on le fasse parce que je pense que c'est des choses, c'est des prérogatives qui vont nous être supprimées assez rapidement, puisque il y a clairement une volonté d'éviter que les pilotes privés et les pilotes en fait pas régaliens soient installés aux moulineaux. Et sans les moulineaux, ce transit finalement n'a plus de grand intérêt et je suis certain qu'il va être atrophié petit à petit. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait documenter ça et qu'il resterait au moins des images de ce qu'on pouvait faire à une époque qui un jour sera révolue. Et pour l'instant, on en profite. Survoler le périphérique, embouteillé, me fait toujours penser à une vieille pub du loto. En prime, de nuit, c'est très beau. Vous avez vu le périph' qui est complètement embouteillé là? On dirait une guirlande de Noël quoi. Donc ça sera la piste 06 en service au Moulineau et vous me rappelez approchant les installations. À 06 en service, je vous rappelle, approchant les installations Foxtrot en Golf. La piste en service n'est pas vraiment une surprise. En effet, de nuit, il est interdit d'atterrir en 24, sauf urgence. Et l'hélicoptère Foxtrot Novembre Golf en vue du terrain pour débuter la descente. Novembre Golf, donc numéro 1, rappelez finale, piste 06. Numéro 1, je rappelle le final 06 de Foxtrot Novembre Golf. On débute la descente vers l'héliport. Pour bien faire, nous devrions être à 700 pieds au pont du périphérique. 1500, donc j'arriverai à faire 700 pieds au pont. Tout va bien, est un synchro sur le verre, température et pression ok. Je vous laisse admirer ce circuit de piste aussi magnifique qu'atypique. Regardez la troublante beauté de nos folles villes quand on les lit par-dessus l'épaule de leur architecte insomniaque. Est-ce que vous voyez la piste? Parce qu'il serait temps. Peut-être 100 pieds au pont. Ok. On est en vente arrière. Ouais, t'as un synchro sur le verre, température et pression, ok. Sécurité à gauche, c'est bon. Novembre Golf, piste 06, autorisé atterrissage, le vent est calme. J'ai atterri 06 de Foxtrot en Golf. Vous commencez à comprendre pourquoi cet héliport nécessite une formation spéciale?
Est-ce que vous voyez la piste? Parce qu'il serait temps. Ouais, attends, synchro solver, température est prête. Oh, Le le joli wheelometer est actif. Le woolometer dont je parle, c'est le fil de laine sur mon pare-brise, l'instrument le moins cher de l'hélicoptère. Quand il est dirigé vers le haut, je sais que je ne risque pas d'entrer en vortex. Ouais, je crois qu'on pouvait pas se passer de ça là, c'était important. carrément. Et Mouino, l'hélicoptère Foxtrot en Golf, c'est contrôlé pour translater et il passe. Et on vous rappellera, il passe. Le rotor est loin de l'arbre. Ok. Nous voilà posés. Le moment idéal pour revenir à un sujet plus terre à terre. Combien ça coûte de réaliser ce type de vidéo? 1120 € pour la location de l'hélicoptère. 63 € de taxe d'atterrissage, 40 € pour le graphiste de la vignette. Et pour tout le reste, il y a... Ah non, je me trompe de tournage. C'est bien sûr sans compter le temps investi par la core team, plusieurs jours d'écriture et plus de 15 heures de montage. Tout ça pour une vidéo de 25 minutes et surtout, pour vous. Oui, réaliser des vidéos en vol et en hélicoptère qui plus est, prend du temps et coûte très cher. Si vous voulez nous soutenir et nous aider à poursuivre cette aventure, vous pouvez rejoindre l'association Low Fuel. L'adhésion coûte 25 € et vous recevrez une flamme exclusive en remerciement. Sur la boutique de l'association, vous pourrez vous offrir des flammes, des patchs et des polos Low Fuel ou même faire un don. Donner 12 €, c'est offrir 1 minute de tournage en vol en Robinson R44 à toute l'équipe. Tous les liens vers le site web de l'association sont dans la description de cette vidéo. Il y a une autre façon de nous aider, totalement gratuite celle-là. Vous abonnez, likez les vidéos, commentez et partagez. Facile, non? J'en ai déjà parlé en détail dans une précédente vidéo, mais croyez-moi, ça fait toute la différence. Un immense merci à Bertrand pour l'hélisurface, à Hervé pour sa présence sécurisante et à Antoine et Grégoire pour les prises de vue mobiles. Ils n'avaient pas la pire place. Merci également à tous ceux qui ont rejoint Low Fuel, en particulier à nos pompistes et aux 100 premiers. C'est grâce à vous que l'aventure continue. Les flammes ont été expédiées, on a hâte d'avoir vos retours. Quant au patch des pompistes, il faudra patienter encore un peu. Notre fournisseur a fait faillite, mais on teste un nouveau prestataire. On vous tient au courant au plus vite. C'était Low Fuel, dans le noir. Merci de votre fidélité et à bientôt.